Et bah, du coup, dans cet atelier, on va revenir sur un élément de l'histoire du mouvement ouvrier dont on parle vraiment très peu. Et en fait, c'est la manière dont les femmes de la classe ouvrière et les militantes communistes, elles se sont organisées pour leur émancipation entre la fin du 19e et au début du 20e siècle. Vale, en este taller vamos a atender a un elemento que no se suele hablar demasiado dentro de la historia del movimiento obrero, que es la organización por parte de una parte de la clase trabajadora para la emancipación de su opresión, que es para el movimiento feminista. Et donc parmi elles, on retrouve Clara Zetkin, qui est une militante allemande. On la connaît beaucoup pour avoir été une des fondatrices de la Journée internationale des femmes. Mais ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que c'était une dirigeante révolutionnaire qui a notamment été à l'origine de l'idée d'une coordination internationale des femmes communistes qui est devenue une organisation massive. Donc pour donner un peu des éléments de contexte... Ah oui, vas-y, pardon. Que sí, entonces para abordar este problema pues nos vamos a basar o vamos a estudiar un poco la figura de Clara Zetkin, que fue una militante revolucionaria que tuvo la idea de formar una internacional comunista de mujeres y que jugó un papel muy importante. Y para el contexto, pues para dar unas primeras ideas. Donc quelques éléments de contexte. Clara Zetkin, elle naît en 1857 au royaume de Saxe, donc en Allemagne. Donc pour donner une idée du niveau d'oppression des femmes à ce moment-là, en Allemagne, les femmes, elles commencent à travailler hors de la maison au début du 19e siècle et elles n'ont pas le droit de faire des études jusqu'au début des années 1900 et donc elles n'ont aucune formation en arrivant dans les usines, notamment beaucoup dans l'industrie du textile. Et donc on les charge des travaux les plus durs. Vas-y. Sí, Clara Zetkin nació en 1857 en Alemania y para que nos hagamos una idea del nivel de opresión que tenían las mujeres en esa época y en ese contexto, solo empezaron a trabajar fuera de casa a partir del siglo XIX y tenían prohibido hacer cualquier tipo de estudio hasta después de 1900. Entonces, como no tenían ninguna formación, cuando les permitieron trabajar fuera, cogían los trabajos más duros y más precarios dentro de las fábricas, normalmente en la industria textil, ¿no? Tenían, en fin, pues eso, los trabajos más precarios. Et donc elles sont chargées par exemple de nettoyer les machines, les ateliers, de transporter des charges lourdes et elles sont payées un salaire très bas par rapport aux hommes à temps de travail égal. Et les femmes qui ne travaillaient pas à l'usine, elles pouvaient aussi être des employées domestiques avec des conditions de travail tout aussi difficiles. Sí, entonces se encargaban de tareas como por ejemplo limpiar los talleres, las máquinas, cargar cajas y mercancías, trabajaban el mismo tiempo que los hombres y el salario era mucho menor, ¿no? Y las que no trabajaban en fábricas pues igualmente podían trabajar como trabajadoras domésticas, también con un salario muy bajo. Et donc à cette époque, les femmes, en gros, elles n'ont aucun droit et elles sont légalement soumises à leur mari et elles n'ont notamment pas le droit de faire partie d'une organisation politique. Y en esa época, pues claro, no tenían ningún tipo de derecho político tampoco, no podían pertenecer a organizaciones políticas y entonces dependían política y económicamente de sus maridos o de su familia. Et c'était très difficile pour elles d'accéder au travail et elles n'étaient pas du tout soutenues par le mouvement ouvrier à ce moment-là. Par exemple, le courant qui va donner ensuite le SPD, donc le Parti social-démocrate allemand, il défendait l'interdiction du travail des femmes dans les usines parce que ça ferait baisser les salaires des hommes. Y para que nos hagamos también una idea, pues eso, al tener muy restringido el trabajo y tener prohibida la organización política, les costaba muchísimo participar del movimiento obrero y tener una corriente política que las defendiera, ¿no? Y simplemente como ejemplo, el SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán, que era muy mayoritario y era en ese momento que más organizaba la clase obrera, defendía la prohibición del trabajo de las mujeres en las fábricas porque era un factor que hacía bajar los salarios à la vez mayor oferta de travail. Et donc on se retrouve dans une situation où les femmes de la classe ouvrière, elles assument à la fois la charge d'épouse, de mère de famille et de travailleuses extrêmement exploitées, quoi. Por tanto, podemos hablar de una triple opresión, ya que las mujeres proletarias en esa época pues tenían la carga de ser madres, la carga de ser esposas y la carga de ser trabajadoras precarias. Et donc cette période, c'est aussi le début du mouvement féministe bourgeois en Europe qui tourne notamment beaucoup
autour du droit de vote des femmes et du droit à l'éducation pour les femmes. Et donc Clara Zetkin, elle milite dans le SPD, le Parti social-démocrate allemand, et elle va prendre très tôt des positions en rupture avec le mouvement féministe bourgeois. En esta época donde también se está desarrollando el movimiento feminista burgués en torno a sobre todo la reivindicación del voto femenino y del derecho a la educación para las mujeres. Y en esta época también es cuando Clara Zetkin, que ya estaba en el SPD alemán, pues empieza a romper posiciones con este movimiento feminista burgués y a empezar a elaborar la idea de que hace falta un movimiento feminista más bien socialista, ¿no? Independiente de la burguesía. Et donc ce qu'elle dit à ce sujet, c'est « La femme prolétaire n'obtient pas son émancipation comme la femme bourgeoise, et avec elle, en luttant contre l'homme de sa propre classe sociale, au contraire, elle la conquiert en même temps que l'homme de sa classe, en luttant contre la société bourgeoise et même contre le gros des dames de la bourgeoisie. » Y básicamente su consigna o su visión se puede resumir en que ella pensaba que la mujer proletaria no se podía emancipar junto con la mujer burguesa porque nunca iba a compartir sus reivindicaciones con respecto a su clase social y que por tanto la emancipación de la mujer, tanto por su opresión de clase como por su opresión de género, tenía que hacerla acompañada con los hombres de su clase social. Et donc elle va intervenir en tant que membre du SPD lors du congrès fondateur de la Deuxième Internationale à Paris en 1889. Et à la base, ce qu'elle devait faire, c'était un rapport sur la situation des femmes, des travailleuses en Allemagne. Mais elle, ce qu'elle va dire, c'est que en fait, la situation des travailleuses, c'est exactement la même que celle des travailleurs. Et donc, elle décide de parler d'autres choses. Sí, que ella, que era, vamos, llegó a estaba en puesto de dirección del SPD, habló en el Congreso fundador de la Segunda Internacional en París en 1889 y tenía, digamos, como la misión, ¿no? Lo que le tocaba hacer era hablar de la situación de las trabajadoras en Alemania y ella, pues, digamos, que se negó un poco a esto diciendo que, o sea, hizo una frase y dijo: la situación de las trabajadoras en Alemania es prácticamente la misma que la situación de los trabajadores en Alemania y ahora voy a hablar de lo que yo quiero. Et donc, à la place, elle va parler du principe du travail des femmes et de la place que les femmes doivent prendre dans la lutte des classes. Et elle va dire principalement deux choses. La première, c'est que l'accès des femmes au travail, qui est récent à ce moment-là, c'est à la fois un moteur de leur émancipation parce qu'elles dépendent plus économiquement des hommes, de leur mari, mais par contre, elle devient comme l'homme exploitée par les capitalistes. Claro, y básicamente lo que entonces puso era cuál era el rol que estaban jugando las mujeres en el mundo del trabajo, ¿no? Y básicamente dio dos ideas. La primera, que el acceso al trabajo, aunque fuera en condiciones de precariedad y de mayor explotación, era vital para la emancipación de las mujeres, para no depender económicamente de los hombres, y un poco polemizando con la idea esta de que solo era para bajar los salarios, ¿no? Sino que necesitaban acceder a esos trabajos para emanciparse y además digamos que los hombres, su enemigo era el que les estaba explotando, ¿no? No esa competencia por bajar los salarios. Et la deuxième chose, c'est que l'émancipation des femmes, elle pourrait être atteinte que par la lutte des classes et par la fin du système capitaliste. Et donc de cette idée découle une séparation claire, y compris organisationnelle, entre les femmes de la bourgeoisie, les féministes bourgeoises, et les femmes de la classe ouvrière. Et d'ailleurs, elle refusait même de se faire appeler féministe à ce moment-là. De hecho, bueno, y la segunda idea era decir que la emancipación de la mujer iba a llegar cuando se disolvieran las clases sociales y que por tanto esto era una diferencia radical con las feministas burguesas que se tenía que traducir en una organización no conjunta con ellas, ¿no? Era una organización propia de las mujeres proletarias y de hecho incluso como en aquel momento las primeras que usaron el término eran las feministas burguesas, rechazaba llamarse feminista porque tenía esa connotación, ¿no? de que era perteneciente al feminismo burgués. Et donc ce qu'elle dit, c'est que les femmes travailleuses qui aspirent à l'égalité sociale n'attendent rien pour leur émancipation du mouvement féminin bourgeois qui lutte prétendument pour les droits des femmes. Cet édifice est construit sur du sable et n'a aucune base réelle. Les femmes travailleuses sont absolument convaincues que la question de l'émancipation des femmes n'est pas une question isolée qui existe en soi, mais qu'elle fait partie de la grande question sociale. Elles se rendent alors parfaitement compte que cette question ne pourra jamais être résolue dans la société contemporaine, mais seulement après une transformation sociale complète. Ahí está una cita, dice:
Las mujeres trabajadoras que aspiran a la igualdad social no tienen nada que esperar por la emancipación del movimiento feminista burgués, que lucha pretendidamente por los derechos cívicos de las mujeres. Este edificio se construye con una con una estructura que no tiene ninguna base real. Las mujeres trabajadoras están absolutamente convencidas de que la cuestión de la emancipación de las mujeres no es una cuestión aislada en sí misma, sino que es una cuestión que forma parte de la gran emancipación social. Las mujeres no podrán jamás resolver en esta sociedad contemporánea ellas solas su emancipación solamente después de una emancipación social completa. Et donc Clara Zetkin, elle définit cette politique comme une rupture nette avec d'un côté les femmes socialistes en tant que composantes du mouvement ouvrier qui aspirent à la libération des femmes par la conquête du pouvoir par les travailleurs, et de l'autre côté les féministes, les femmes bourgeoises. Y entonces, por tanto, marca una ruptura entre las mujeres socialistas que apuestan por la emancipación de la mujer a través de la toma del poder por parte de la clase trabajadora y las mujeres, y por el otro lado las feministas. Et donc elle va poser la question suivante, c'est comment faire en sorte que les femmes prennent leur part dans la lutte des classes. Parce que si l'émancipation des femmes prolétaires, elle ne peut pas être l'œuvre des femmes de toutes les classes, y compris de la bourgeoisie, mais que l'œuvre du prolétariat dans son ensemble, alors il faut faire un travail d'agitation spécifique en direction des femmes de la classe ouvrière pour les gagner à la lutte des classes. Sí, claro, entonces ella reflexiona, es decir, cómo implicamos a las mujeres en la lucha de clases, ¿no? Y qué acción política tenemos que llevar para que las mujeres se impliquen en la lucha de clases, ya que la emancipación de la mujer pasa por este desarrollo de la lucha de clases, la toma del poder y todo eso, ¿no? Entonces, su acción política es reflexionar de qué propaganda, qué acción política hacemos hacia las mujeres para que se impliquen en la lucha de clases. Et donc le congrès de Paris de la deuxième internationale dont on parlait juste avant, il va adopter la proposition de Zetkin dans une résolution qui dit « Le congrès déclare qu'il est du devoir des travailleurs d'accepter dans leur rang, dans des conditions d'égalité, des femmes qui travaillent et de défendre le principe à travail égal, salaire égal pour les travailleurs des deux sexes et quelle que soit leur nationalité. » Por ejemplo, lo que propuso en este congreso de la Segunda Internacional que hemos hablado antes como consigna para que defendiera toda la internacional, tanto hombres trabajadores como mujeres trabajadoras, era la cuestión de acceso al trabajo para las mujeres y la consigna que hoy en día se sigue diciendo de a igual trabajo, igual salario. Y daba igual trabajadores de todos los sexos, de todas las nacionalidades. Como ella la que hace la consigna. Et Clara Zetkin a aussi fait en sorte que ce principe il soit adopté dans le programme du SPD en 1896, qui dit même que le socialisme ne sera victorieux qu'avec la femme prolétaire. Y el SPD, que como habíamos dicho antes, apostaba por la prohibición de que las mujeres trabajaran en las fábricas, en 1896 ya adopta la posición de Clara Zetkin, es decir, es capaz de convencer al conjunto del partido, y ya en su programa tiene la consigna de el socialismo no será victorioso hasta que sin contar con la mujer proletaria. Et donc Zetkin, elle va monter une section de femmes du SPD qui va être à moitié clandestine parce que les femmes, elles n'ont pas le droit d'adhérer à un parti politique à ce moment-là. Et donc cette section, elle avait un degré d'autonomie très important du reste de l'organisation, avec des instances propres, avec un journal qui s'appelait Die Gleichheit, qui était écrit et diffusé spécifiquement en direction des femmes travailleuses et qui était un outil d'agitation auprès des femmes. Et avant chaque congrès du parti, il y avait la conférence des femmes qui se réunissaient pour discuter de l'intervention socialiste en direction des travailleuses. Después de esto, Clara Zetkin monta una sección de mujeres del SPD, que además era una cuestión semiclandestina porque las mujeres no tenían el derecho legal de pertenecer a partidos políticos. Esta sección además tenía un grado de autonomía bastante importante, tenía pues, sus propias reuniones, etcétera, y tenía, por ejemplo, una de las cosas más importantes, tenía su propio periódico que se llamaba La Igualdad, en alemán, que no lo voy a decir, y que discutía y se difundía especialmente en centros de trabajo más feminizados, ¿no? Estaba como dirigido hacia las mujeres con el objetivo de discutir de la intervención de las mujeres en la lucha de clases. Et oui, ce que j'ai pas dit, c'est que Die Gleichheit en allemand, ça veut dire l'égalité. Voilà.
Et donc, les militantes, elles faisaient un travail d'agitation et de syndicalisation systématique qui était très très lié à la construction du parti. Et donc, grâce à ce travail, le nombre de travailleuses syndiquées en Allemagne, il a augmenté de manière très importante. Par exemple, en 1892, la fédération syndicale allemande, elle comptait 4355 femmes, ce qui veut dire moins de 2% des personnes syndiquées. Avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914, le nombre de femmes syndiquées en Allemagne, c'était 216 000. Y eso, que los militantes hacían un trabajo muy intenso de propaganda y de agitación en este sector. 4300, En 4300. este periódico con otros materiales, y eso, por ejemplo, produjo, en términos de cifras, un aumento brutal de la sindicalización de las mujeres. Para que nos hagamos una idea, en 1892 había 4.355 mujeres sindicadas, que eran menos del 2% del total de la gente sindical. Y después de la Primera Guerra Mundial, donde además muchas mujeres acceden a trabajos que han dejado hombres, o sea, no, antes de la Primera Guerra Mundial, perdón, en 1914, el número de mujeres sindicadas ya es de 216.000. Et donc la principale revendication sur laquelle elle s'appuyait, c'était le suffrage universel féminin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont elle le présentait, qui n'a rien à voir avec la manière dont le présentent les féministes bourgeoises. Ce que dit Clara Zetkin en 1907, c'est « Nous exigeons des droits politiques égaux à ceux des hommes afin de pouvoir participer sans restriction légale à la lutte pour la destruction de cette société ». Y una de las reivindicaciones principales a nivel político era también el derecho al sufragio, pero es muy interesante ver cómo se diferenciaba muchísimo de cómo lo presentaba el movimiento feminista. Le droit de vote des femmes. Clara Zetkin declaró en 1907, ¿no? O sea, la manera de expresarlo era: nosotras exigimos derechos políticos iguales a los hombres con el fin de poder participar sin restricción legal a la lucha por la destrucción de esta sociedad. Et donc, en 1907, elle va impulser la première conférence internationale des femmes socialistes, qui se tient à peu près en même temps que le congrès de l'internationale socialiste, donc la deuxième internationale. Et à cette conférence des femmes socialistes, il y a 15 nationalités différentes qui sont représentées par 59 délégués. Et l'objectif premier, c'était d'établir un réseau de contacts, d'informations entre les militantes. Y también impulsó las conferencias de mujeres socialistas. La primera se dio en 1907 y se hacía a la vez que el Congreso de la Segunda Internacional, ¿no? Esta primera reunión de mujeres socialistas reunió a 15 nacionalidades diferentes y estaban representadas por 59 delegadas, ¿no? Y el objetivo principal de esta primera reunión era establecer contactos, intercambio de información y todo eso. Ahí es donde sale el hecho, ¿no? Et donc, Clara Zetkin, elle propose dans cette conférence que le journal féminin du SPD devienne une espèce de boîte postale internationale où les militantes des autres pays pourraient envoyer des rapports sur la situation dans leurs pays respectifs pour qu'elles soient relayées par le journal du SPD. Et elles ont aussi décidé que le local de Die Gleichheit, donc ce journal, devienne aussi celui de l'Internationale socialiste des femmes, qui s'appelait le Secrétariat international, et Clara Zetkin, elle est élue présidente de l'Internationale des femmes socialistes. Y también en esta conferencia Clara Zetkin propone que el diario este que se llamaba La Igualdad que habían hecho en Alemania se convierta en un diario internacional y en un boletín internacional de la situación de las mujeres en diferentes países, la situación política, y el local que tenían de este periódico se convierte en la sede de la Internacional de Mujeres y la eligen a ella presidenta de la Internacional de Mujeres Socialistas. Et donc voilà. Et ensuite, il y a eu une deuxième conférence internationale des femmes socialistes en août 1910. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont décidé de la mise en place d'une journée internationale des femmes, dont le premier objectif, c'était de faire une journée de mobilisation nationale commune, notamment sur la question du droit de vote des femmes. Vale, sí, hubo una segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que en 1910, donde deciden hacer un periódico internacional. Lo de antes era más bien un intercambio, como un boletín interno, ¿vale? Deciden hacer un periódico internacional feminista, o sea, bueno, de esta internacional en 1910, y el objetivo era organizar una movilización común por el derecho al voto de las mujeres. Et il aurait dû y avoir une conférence internationale des femmes
en août 1914 en même temps que le congrès de la Deuxième Internationale, mais les deux n'ont pas pu se réunir à cause du déclenchement de la Première Guerre mondiale et aussi et surtout à cause de l'effondrement qui a suivi de la Deuxième Internationale suite à la trahison de la majorité des partis sociodémocrates, dont le SPD, qui décident de voter les crédits de guerre et de se ranger donc derrière les unions sacrées avec les capitalistes de leurs pays respectifs. La cuarta conferencia internacional de mujeres socialistas estaba prevista para agosto de 1914, a la vez que el Congreso de la Segunda Internacional, pero nunca se llevó a cabo, ya que con la declaración de la Primera Guerra Mundial en este mismo mes pues ya no se pudo hacer, y sobre todo además también porque el contexto era la traición que había hecho el Partido Socialdemócrata Alemán, votando los créditos de guerra y así haciendo una unificación de intereses con los capitalistas de su propio país, en vez de lo que tenía aprobado en ese momento la Segunda Internacional, que era no favorecer la guerra entre países. Et donc juste pour avoir un ordre d'idée à ce moment-là, la Deuxième Internationale, elle revendique plus de 3 millions d'adhérents dans le monde, avec des sections dans plus de 20 pays. Et l'USPD tout seul, il compte plus d'1 million d'adhérents, dont presque 200 000 femmes. Et il fait 35% aux élections législatives en 1912. Donc ça donne un peu une idée de l'ampleur du gâchis de cette trahison de la social-démocratie, quoi. Sí, para hacernos una idea de la gravedad de la traición, ¿no? Y del nivel de crisis que esto supuso para la Segunda Internacional. La Segunda Internacional en aquella época reivindicaba 3 millones de militantes. La Deuxième Internationale, c'était plus de 3 millions d'adhérents, avec des sections dans 20 pays, plus de 20 pays. Et l'USPD, à lui seul, c'était 1 million d'adhérents, dont presque 200 000 femmes. Et il fait 35% aux législatives. Pour autant, il va y avoir une dernière conférence internationale des femmes socialistes en mars 1915, en pleine guerre mondiale. Et à cette conférence, il va y avoir 8 pays européens qui sont représentés. Et à ce moment-là, la conférence internationale des femmes, elle affirme son opposition à la guerre, à l'encontre de l'orientation de leurs partis respectifs pour la plupart, avec la consigne de faire la guerre à la guerre. Et donc, à partir de cette conférence, il y a eu un appel qui a été rédigé, qui est sorti, qui a été traduit dans plusieurs langues et distribué à des milliers et des milliers d'exemplaires qui disait « Travailleuses de tous les pays en guerre, unissez-vous ». Y una última conferencia internacional de mujeres socialistas en marzo de 1915, que era en plena Primera Guerra Mundial. 8 países europeos se reúnen, bueno, 8 secciones de países europeos, y esta internacional de mujeres, es curioso, se opone a la guerra, ¿no? Se opone a esta dirección que había tomado la socialdemocracia, con la orientación o con la consigna de guerra a la guerra. Esta conferencia hace un llamado y que se traduce en un montón de idiomas y se reparte, en fin, se hace propaganda con esto, que ponía trabajadoras de todos los países en guerra unir. Et c'est intéressant parce que cette déclaration-là, elle fait de l'Internationale socialiste des femmes la première organisation internationale qui va se prononcer contre la guerre, dans un moment où leur propre section nationale, elles avaient rejoint donc les unions sacrées aux côtés des capitalistes. Y esto es curioso y además es muy importante porque la Internacional de Mujeres es la primera organización internacional que se opone a la orientación de la guerra y incluso poniéndose en contra de cada una de sus secciones nacionales mixtas. Et donc après ça, Clara Zetkin, elle va quitter l'USPD pour rejoindre la Ligue spartakiste en 1918, puis en lien avec Rosa Luxembourg notamment, elle va jouer un rôle très important dans la fondation du KPD, le Parti communiste allemand. Después de esto, Clara Zetkin se irá del SPD y se meterá en la Liga Spartakista de Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y todo esto en 1918. Qu'elle va jouer un rôle important dans la fondation du KPD. Et donc après 1917, suite à la victoire de la révolution russe, il y a les bolcheviks, dont Lénine par exemple, qui vont décider de fonder une nouvelle organisation internationale pour étendre la révolution. Et cette nouvelle organisation, elle est en rupture très claire avec la Deuxième Internationale sur des bases
internationaliste et anti-guerre, donc suite à cette trahison des partis sociodémocrates au moment de la Première Guerre mondiale. Sí, para seguir con el tema del contexto, en 1917, pues cuando se hace la revolución y los bolcheviques toman el poder, y con la iniciativa de Lenin se forma en 1919 una nueva organización internacional, que será la Tercera Internacional, la Internacional Comunista, cuya base será la ruptura con los socialdemócratas por los debates de la Primera Guerra Mundial y la traición de los créditos de guerra y todo eso. Et donc la Troisième Internationale, l'Internationale communiste, elle est fondée en 1919 et dès ce moment-là, elle comprend les revendications d'égalité entre les femmes et les hommes, dans l'intégration des femmes dans la vie politique, le fait de rendre l'éducation et les soins médicaux gratuits et aussi de mettre en place des mesures pour alléger le fardeau des tâches ménagères, de la garde des enfants pour les femmes. Sí, y este internacional pues ya desde su nacimiento entiende mucho mejor la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres, que la participación de las mujeres en la vida política, reivindicar el derecho a la educación para las mujeres y también ya digamos que tiene un programa para el reparto de tareas, ya tiene un estudio, ¿no?, de lo que son los trabajos reproductivos, el aborto gratuito, en fin, ella tiene un programa mucho más específico para las reivindicaciones feministas. Et donc les bolcheviks en URSS, ils ont d'abord créé le Génotdel, ça veut dire le département des femmes, en 1919. Et ça, c'était une instance du comité central qui a été créée dans le but de coordonner l'action parmi les femmes et de les impliquer dans la direction de l'économie et de l'État et d'œuvrer pour leur propre émancipation en URSS. Los bolcheviques, de hecho, en la Unión Soviética en 1919 crean el Zenotdel, que es como un departamento de mujeres, que está adscrito al Comité Central de la dirección del Partido Bolchevique y cuya misión es organizar a las mujeres para que se impliquen en la dirección de la economía del Estado y para avanzar, digamos, en su propia emancipación dentro de la Unión Soviética. Et donc le Génotdel, il est sous la direction notamment d'Inès Armand et d'Alexandra Kollontai, qui étaient par ailleurs aussi commissaires du peuple pour les affaires sociales au sein du gouvernement soviétique. Et en gros, le Génotdel, il est totalement intégré au parti sur le plan organisationnel et d'orientation politique. Il vit comme une composante intégrante du parti. Mais en même temps, il a une totale liberté d'action pour créer les instances dont il a besoin, développer les méthodes dont il a besoin pour mettre en œuvre ses objectifs et réaliser ses propres tâches. Vale, y este departamento, el Zenotdel, estaba bajo la dirección de Inés Armand y de Alexandra Kollontai, que ya era también comisaria del pueblo para las cuestiones sociales en el seno del gobierno soviético, es decir, que era ministra, ¿no?, como lo entenderíamos ahora. Y este departamento, el Zenotdel, estaba integrado totalmente en el aparato organizacional e ideológico del partido, pero también tenía una libertad de acción, una autonomía total para crear las instancias y los métodos necesarios que hicieran falta para la realización de sus objetivos y sus tareas. Et donc le Génotdel, le département des femmes, il a permis de mettre en place tout un tas de mesures qui ont complètement changé la vie des femmes après la révolution russe. Les femmes, elles sont reconnues comme égales aux hommes, notamment au niveau du salaire, il leur est garanti un salaire égal. Le mariage, il devient laïque. Le divorce, il devient possible sur simple demande, y compris des femmes, ce qui n'était pas du tout le cas avant la révolution. L'État soviétique, il va légaliser l'avortement en 1920 et faire en sorte qu'il soit pratiqué gratuitement dans les hôpitaux publics. Juste pour rappel, en France, l'avortement, c'est 1975. Sí, pues el Zenotdel promovió un montón de medidas después de la revolución que cambiaron totalmente la vida de las mujeres soviéticas. Por nombrar algunas, fueron reconocidas legalmente igual a los hombres, no solo a nivel político, sino también a nivel de salario, que estaba garantizado. El matrimonio se volvió laico y el divorcio legal. 75 en France, Por 1920. las dos partes, es decir, podía solicitar el divorcio tanto el hombre como la mujer, que eso en el resto de países europeos tardó un montón. Legalizó el aborto en 1920, practicado gratuitamente en los hospitales públicos, y simplemente por dar un dato, pues bueno, ya sabéis en España cómo está el tema del aborto, en Francia fue legal el aborto en 1964.
y 44 años después. Et donc, attends, pardon. Et donc, il va y avoir des congés maternité qui vont être mis en place, des services publics de garde d'enfants, une extension de l'école. Il va y avoir des cantines, des blanchisseries, des crèches publiques pour socialiser un peu ce fardeau-là des tâches domestiques. Et le département des femmes, il a aussi mené tout un tas de campagnes contre la famine, contre le mal logement, contre l'analphabétisme, les violences domestiques, etc., etc. Y tienen un montón de medidas muy interesantes en esta época con la cuestión de lo que llamamos aquí de los cuidados, de las tareas reproductivas, como por ejemplo permisos remunerados de maternidad, servicios públicos como guarderías y centros de escolarización, comedores públicos, lavanderías públicas, vamos, una especie de organizaciones para colectivizar un poco las tareas domésticas. Y además hacen campañas políticas contra el hambre, contra el maltrato, contra el analfabetismo, la violencia doméstica, la prostitución, las epidemias, etcétera, etcétera. Et donc, la première conférence des femmes communistes a été organisée à l'été 1920, en même temps que le deuxième congrès de l'Internationale communiste. Et c'est Clara Zetkin qui a rédigé le programme qui a été adopté pendant cette conférence, avec l'objectif, donc pour le mouvement des femmes communistes, d'assurer à toutes les femmes des droits sociaux complets et illimités, là je cite, hein. Et donc ce programme-là, il réaffirme le lien intrinsèque entre l'oppression des femmes et l'existence du système capitaliste. Et il réaffirme aussi que donc à partir de ce moment-là, l'émancipation des femmes, elle pourrait être obtenue que par l'abolition totale de la propriété privée et la construction d'une société communiste. La primera conferencia de mujeres comunistas se organiza en el verano de 1920, al mismo tiempo que el segundo congreso de la Internacional Comunista, como se hacía con la Internacional Socialista. Y es Clara Zetkin la que redacta el programa que será adoptado por esta primera conferencia, con los objetivos del movimiento de mujeres comunistas, ¿no? Citando literalmente, asegurar a todas las mujeres los derechos sociales completos e ilimitados. Este texto reafirma que hay una relación intrínseca entre la opresión de las mujeres y la existencia del sistema capitalista, y reafirma también que su emancipación no podrá obtenerse, no podrá conseguirse nada más que con la abolición de la propiedad privada y la construcción de una sociedad comunista. Et donc le but de l'Internationale des femmes communistes, c'est à la fois de faire en sorte que les femmes elles puissent s'impliquer dans toutes les sphères de la vie sociale, politique, économique, culturelle, mais aussi dans la lutte révolutionnaire à proprement dit. Et donc l'objectif, c'était d'intégrer les femmes dans les partis communistes, de les former en tant que cadres révolutionnaires et en tant que dirigeantes pour qu'elles puissent, avec les hommes, œuvrer à la construction d'une autre société, d'une société communiste, et à l'émancipation des femmes en tant que partie intégrante de cette transformation sociale. Claro, y la idea era que a la vez que las mujeres se fueran implicando progresivamente más en la vida política, en la vida social, en la vida económica y cultural, también se fueran implicando, fueran teniendo más peso cada vez más en la lucha revolucionaria. El objetivo de esta conferencia internacional era, por ejemplo, pues que integraran más los partidos comunistas, formarlas como cuadros dirigentes y cuadros revolucionarios, y que construyeran junto con los hombres pues la emancipación de las mujeres y la transformación de la sociedad. Es decir, que fueran cogiendo más peso para que eso se notara también luego a la hora de... Et donc l'Internationale communiste des femmes, elle possède son propre secrétariat, donc le secrétariat international aux femmes, qui est dirigé par Clara Zetkin. Et à partir de 1921, elle possède aussi son propre organe de presse, son propre journal, qui est dirigé par Zetkin à Berlin. Je ne vais pas essayer de prononcer le nom en allemand, mais ça veut dire l'Internationale communiste des femmes. Et ce journal-là, il sert d'outil de propagande, de transmission des informations sur à la fois le mouvement des femmes dans le monde, mais aussi sur l'information, la description de ce qui est mis en place pour l'émancipation des femmes en URSS à ce moment-là, et transmettre toutes ces informations-là dans tous les pays du monde, quoi. Y la Internacional Comunista de Mujeres tenía su propio secretariado, su propia dirección. Estaba dirigido por Clara Zetkin, y a partir de 1921 tenía su propio órgano de comunicación, su propio periódico,
que tenía un nombre en alemán que ella no ha pronunciado ni yo tampoco, pero que básicamente se llama la Internacional Comunista de Mujeres, ¿vale? Y que era un elemento de propaganda y de difusión para anunciar, digamos, el movimiento feminista internacional y también para hablar de la situación que tenía la mujer en la Unión Soviética y los avances, ¿no?, que se iban dando. Et donc cette première conférence des femmes communistes, elle a aussi décidé de faire en sorte d'établir au sein de tous les partis communistes possibles des institutions, des organes d'agitation spécifiques pour les femmes, un peu comme dans le parti bolchevique, ce qui a été fait avec le Génodel. Et donc à partir de ce moment-là, la majorité des partis, ils se sont dotés de structures de travail pour les femmes au sein des partis, avec un degré important de liberté et d'initiative. Mais ces structures de travail, elles étaient aussi ouvertes aux militants hommes qui voulaient y participer. Esta primera conferencia de mujeres comunistas también decidió establecer órganos de expresión propiamente de mujeres en todos los partidos comunistas, es decir, en todas las secciones, un poco a imágenes y semejanzas del Cenotdel soviético, ¿no?, para tratar esas cuestiones con mayor importancia y mayor especificidad. La mayoría de los partidos lo hacen y empiezan a tener trabajo propio para la cuestión de las mujeres, con bastante libertad de iniciativa, es decir, también como lo tenía en la Unión Soviética, ¿no?, bastante autonomía. Estas estructuras estaban abiertas también a la participación de hombres militantes que quisieran participar y apoyar este trabajo, que no eran exclusivamente de mujeres. Et donc dans la conférence des femmes communistes, il y a aussi l'utilisation de stratégies spécifiques qui a été discutée en fonction de où les militantes interviennent, et notamment en fonction de si on est dans un pays capitaliste ou dans un pays qui est encore à un stade de développement non industrialisé, précapitaliste, quoi. Pues en esta conferencia también se discutió diferentes estrategias específicas en función del país donde las militantes estuvieran, ¿no? Por ejemplo, en los países capitalistas más desarrollados, pues las líneas eran un trabajo de agitación y de reivindicaciones comunes, como la lucha por el sufragio universal, por el derecho de las mujeres a una educación libre y gratuita, por un igual salario, y creo que me he adelantado. Y luego en los países que todavía no habían tenido este desarrollo capitalista, que no estaban industrializados y tal, pues era más una campaña por los prejuicios morales, las prácticas religiosas que eran profundamente machistas, igualdad jurídica y este tipo de cosas. Donc notamment pour les pays capitalistes, ce qu'elles encourageaient, c'était un travail d'agitation autour de revendications communes, donc le droit de vote, le droit à l'éducation, la lutte aussi pour un salaire égal entre les hommes et les femmes, pour des aides sociales, l'accès au logement, à la santé, etc. Et dans les pays encore à un stade de développement précapitaliste, pas industrialisé, l'intervention, elle va plutôt tourner autour de la lutte contre les préjugés, contre la morale, contre les règles religieuses et juridiques qui réduisaient les femmes à l'état d'esclaves des hommes, que ce soit à la maison, au travail et sur le plan sexuel à ce moment-là dans ces pays, quoi. Países capitalistas, pues la sanidad también era una reivindicación, y en los países estos que están más atrasados, digamos, era, aparte de las cosas que he dicho antes, pues combatir la situación esta que tenía la mujer, que era prácticamente una esclava del hombre dentro del hogar, y también sobre el tema de la prostitución. Et les femmes communistes, elles ont mené alors des campagnes pour le droit à l'avortement en France, en Italie au début des années 20. En Allemagne, elles ont même mené une campagne sous le slogan « Votre corps vous appartient ». Et c'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, le « Mon corps, mon choix », c'était un peu un truc de communiste, quoi.
Et donc, enfin voilà, il y a eu des initiatives comme ça. Au Danemark, elles ont créé un bureau d'information des femmes qui a mis à disposition des infos sur le contrôle des naissances, etc. Y las mujeres comunistas empiezan a hacer campañas por el derecho al aborto en Francia, en Italia y también en Alemania a partir de la década de los años 20. Y por ejemplo en Alemania las mujeres comunistas tenían un lema de campaña bastante avanzado para sus tiempos, que era su cuerpo, su apartamento, creo. Vamos, pero eso es mi cuerpo, mis normas. Lo que pasa es que no sé la palabra concreta cuál. Cuerpo, mi templo. Algo así, puede ser. Control. Y luego eso, es interesante ver que mi cuerpo, mi elección era ya un lema de la época, ¿no? Y lo sigue siendo. Ah, bueno, y en Dinamarca se crea también el Buró de Información de las Mujeres Trabajadoras, que pone a disposición de las mujeres pues, información, por ejemplo, con el tema del control de la natalidad y todo eso. Il y a eu une deuxième conférence des femmes communistes en 1921 qui s'est tenue juste avant le troisième congrès de l'Internationale communiste avec 28 pays différents représentés. Et l'appel qui en est sorti, il décrit notamment de manière très précise les avancées en Russie en matière de droits des femmes. Et il réaffirme le truc que l'idée que l'objectif pour elle, c'est d'amener les autres pays vers le chemin de la révolution à l'image de ce qui avait été fait en Russie. La segunda conferencia de mujeres comunistas se tuvo en junio de 1921, una semana antes que el tercer congreso de la Internacional Comunista, con 82 delegadas de 28 países diferentes. Se hizo un llamado, se hizo una descripción muy precisa de los diferentes avances que se habían dado en la Unión Soviética y se reafirmaba el objetivo de que los demás países siguieran el camino de la revolución a la imagen y semejanza de lo que se había hecho en la Unión Soviética. Y está aquí citado por todo lo que... En 1922, Clara Zetkin elle va présenter au 4e congrès de l'Internationale communiste son rapport d'activité pour le secrétariat international aux femmes. Et elle va donner une place centrale dans sa stratégie à la question du 8 mars de la Journée internationale des femmes. Je le dis là parce que la manière dont elle le présente est vraiment très intéressante. Et elle en parle comme l'occasion de faire campagne pour le parti, d'une déclaration de guerre du communisme au capitalisme, le signal du début de la lutte pour ce qu'une armée de millions d'exploités et d'opprimés attendent, armés et prêts à se battre. Y en el cuarto congreso de la Internacional Comunista, en 1922, Clara Zetkin presenta la actividad que han tenido del Secretariado Internacional de Mujeres y le da un lugar central, un lugar muy importante a la estrategia del periódico internacional de mujeres que se llamaba el 8 de marzo. Y es muy interesante ver cómo presenta, ¿no?, esta cuestión. Y cita literalmente que era la ocasión de hacer campaña por el partido de una declaración de guerra del comunismo al capitalismo y una señal de que empieza la lucha en la que un ejército de millones de explotados y oprimidos esperan armas para combatir. Et toujours sur le 8 mars, Zetkin, elle va dire en 1922, pendant une des conférences des correspondantes du mouvement communiste des femmes, que la Journée internationale des femmes n'est pas seulement une campagne de femmes, ni même seulement une campagne des femmes communistes, mais c'est la démonstration de toute l'internationale communiste de faire avancer la libération des larges masses des femmes exploitées et opprimées de tous les pays. Y también el 8 de marzo de 1922, pero en general en todos los 8 de marzo, Clara Zetkin hace la declaración en nombre del movimiento comunista de mujeres. Cita textualmente: la Jornada Internacional de las Mujeres no es solamente una campaña de mujeres, ni siquiera una campaña solamente de mujeres comunistas. Es la demostración de que toda la Internacional comunista quiere hacer avanzar la liberación de las grandes masas de mujeres explotadas y oprimidas de todos los países. Et ça montre à quel point il considérait ces tâches-là comme les tâches aussi de toute l'internationale, quoi. Et donc quand on lit les rapports des conférences du mouvement des femmes communistes, on remarque que parmi les pays qui sont représentés, il y a des pays qui n'étaient pas du tout des pays capitalistes, industrialisés.
et c'était des pays où en fait le mouvement ouvrier il était au tout début, voire inexistant, avec un niveau d'oppression des femmes très important. Otro elemento muy importante es que cuando miramos las actas, ¿no? y las conclusiones de estas conferencias internacionales de mujeres, no solamente están representados países industriales con un gran movimiento obrero, sino que hay también representación de mujeres de países donde el movimiento obrero es débil o prácticamente inexistente y donde los niveles de opresión son enormes. Et depuis la fondation du mouvement communiste des femmes, les militantes, elles ont notamment discuté d'avoir un travail d'agitation et d'organisation spécifique en direction de ce qu'elles appelaient les femmes de l'Est, qui étaient considérées comme les femmes les plus opprimées, avec les conditions d'existence les plus dures. Et notamment en 1921, le mouvement communiste des femmes a créé le secrétariat des femmes pour le Proche-Orient, qui était chargé de coordonner les activités militantes en Asie occidentale et en Turquie. Sí, desarrollando un poco esta idea, cuando después de fundarse el movimiento de las mujeres comunistas, las militantes discuten y hacen un trabajo de agitación y organización específico para lo que ellas llamaban las mujeres del Este, que estaban consideradas como las mujeres más oprimidas, con las condiciones materiales más duras. En 1921 el movimiento de mujeres comunistas crea el Secretariado de las Mujeres por el Oriente Próximo, encargado de coordinar las actividades en Asia Occidental y en Turquía. Ce secrétariat il va organiser une conférence des femmes en Géorgie qui va discuter spécifiquement de la situation des femmes dans ces pays-là et des modes d'action à employer qui sont forcément différents des modes d'action qui étaient employés dans les pays capitalistes, impérialistes. Parce que, c'est ce que je disais juste avant, mais le contexte matériel et culturel était très différent. Et notamment, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont monté des coopératives qui permettaient à la fois aux femmes de se libérer économiquement, mais aussi de servir comme des espaces d'agitation. Este secretariado, por ejemplo, una de sus primeras iniciativas fue una conferencia de mujeres que se hizo en Georgia para discutir particularmente la situación de las mujeres en estos países y tener una estrategia concreta para cada uno de ellos, ya que la situación material y cultural era bastante diferente. Por ejemplo, una de las iniciativas que toman es organizar cooperativas que permiten a la vez liberar a las mujeres económicamente y también servir como espacio de agitación. Et les femmes communistes, elles ont aussi contribué à la mise en place d'infrastructures qui permettaient donc à ces fameuses femmes de l'Est de s'intégrer dans la vie sociale, par exemple avec des écoles, avec des cantines, des bibliothèques, etc. Igualmente, las mujeres comunistas contribuyen a crear una serie de infraestructuras que permiten a estas mujeres del Este, como las llamaban, integrarse en la vida social. Es decir, van creando, pues, por ejemplo, escuelas, guarderías, comedores, lavanderías, todo eso, bibliotecas, todo eso público, para que las mujeres tengan más vida pública. Et donc ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a eu un effort particulier de la part des militantes qui avaient la préoccupation constante de trouver des moyens de raccrocher ces femmes-là à la lutte des classes. D'ailleurs, quand on lit les rapports des conférences, les délégués des femmes de l'Est, elles mettent en lien le niveau d'oppression qu'elles vivent et la nécessité d'étendre la révolution communiste. Y remarcamos también el esfuerzo particular que hacían o la preocupación que tenían constante de cómo llenar de mujeres la lucha de clases, ¿no? Cómo atraer al máximo número de mujeres a la lucha de clases. Cuando vemos las actas de las delegadas de las conferencias internacionales y todo eso, pues siempre había ese esfuerzo como para hacer la conciencia de que esa opresión hacía que tuvieran más necesidad todavía las mujeres que los hombres de entender y de apostar por la revolución comunista. Par exemple, il y a une des déléguées du Turkestan qui s'appelle Tarijanova
qui va dire dans une conférence que seuls l'Orient et l'Occident réunis pourront abattre l'oppression qui règne sur les travailleuses et les travailleurs de l'Est. Y a Tarillanova, que era una delegada del Turquestán de aquella época, en una de las actas estas dice literalmente: en Oriente y Occidente, reunidos, solamente uniendo a Oriente y Occidente podemos combatir la opresión que reina sobre las trabajadoras y los trabajadores de esta zona del este. Et donc, lors de ces conférences internationales, il y a toutes les délégations qui font leur rapport sur la situation dans leur pays. Et notamment, il y a des recensements du nombre de femmes qui sont organisées dans les partis, des luttes qu'elles mènent, de la manière dont elles se structurent. Et la plupart, elles ont une structuration propre avec leur organe de presse, pour la plupart en direction spécifiquement des femmes. Y en todas estas conferencias pues se compartían las experiencias de cómo iban los partidos y las organizaciones de cada país, el número de mujeres que había en los partidos, qué luchas estaban llevando a cabo, cómo funcionaban sus órganos de prensa, y en todas las secciones al final acababa viendo periódicos, órganos de prensa y de expresión y todo eso dirigidos por mujeres. Et donc tout ce travail-là, il a permis d'organiser des femmes à une échelle de masse, dans une perspective communiste, révolutionnaire et internationaliste. Et ce qu'on remarque dans tout ça, c'est que c'est dans un moment particulier quand même, où le mouvement ouvrier, il était à la fois massif et révolutionnaire, qu'ils ont réussi à organiser les travailleuses, et l'inverse est aussi vrai, quoi. Y todas estas acciones y muchas más pues, permitieron que al final las mujeres se organizaran a una escala de masa, y además con una perspectiva comunista, revolucionaria e internacionalista. Hacemos incidencia en que en este momento el movimiento obrero era a la vez masivo y revolucionario. Sí, que no, vamos, que no... ¿Qué tenía esta cuestión? T'as besoin que je reformule? No, c'est bien. Non. Tranquilo. Que sí, que eso, que el movimiento en este momento era muy grande y que eso, que coincidió, o sea, tuvo éxito en organizar también a las mujeres y en incluirlas en esa misma dinámica, vamos, de manera igualitaria. Se ha expresado de otra manera, pero... Ensuite, à partir du milieu des années 20 et ensuite, sous l'impact croissant du stalinisme, le mouvement communiste des femmes il va s'affaiblir de manière très importante. En fait, il y a eu un effort très important des staliniens pour étouffer le mouvement des femmes communistes. Par exemple, lors de la 3e conférence du mouvement des femmes communistes en 1924, juste après le 5e congrès de l'Internationale communiste, le secrétariat international des femmes, donc, qui était l'organe principal de direction, qui était à l'origine basé à Berlin, dirigé par Zetkin, est transféré à Moscou, et sa revue, elle va être supprimée. Ahora eso, con el ascenso a mediados de los años 20 del estalinismo, el movimiento de mujeres va a tener un declive importante y muy rápido, se va a debilitar un montón. Hay realmente un esfuerzo consciente del estalinismo por reducir tanto la autonomía como el tamaño, ¿no?, del movimiento de las mujeres comunistas. Ejemplo de ello es que la conferencia de la Internacional de Mujeres Comunistas de 1924, que se tiene justamente después del 5º Congreso de la Internacional Comunista, ya dirigida por estalinistas, este secretariado internacional de mujeres que estaba en Berlín y que dirigía Clara Zetkin, se traslada inmediatamente a Moscú, y la revista que tenía internacional se suprime. Et en fait, l'Internationale des femmes communistes, elle va même être supprimée et rebaptisée Section des femmes du comité exécutif de l'Internationale communiste. Et la montée du stalinisme, elle s'accompagne aussi de reculs très importants en matière de droits des femmes, avec l'avortement qui va être recriminalisé en 1936, par exemple. Y bueno, al final incluso esta internacional de mujeres comunistas acaba desapareciendo, y lo que se hace es que se hace un comité, o sea, una sección de mujeres en el comité ejecutivo de la internacional, es decir, ya se hace como, digamos, un apartado dentro de un órgano de dirección, no una internacional como tal. Y además, conforme ascendía el estalinismo y seguía desarrollando su política, en la Unión Soviética hubo una regresión brutal de los derechos de las mujeres en todos los espacios, ¿no? Una reivindicación de la familia, incluso con la Iglesia ortodoxa, la prohibición del aborto en 1936, más problemas para el divorcio, vamos, era una
après ça, moi, je voudrais juste faire un point sur un peu la bibliographie parce que c'est un peu révélateur aussi de tout ça. En gros, je me suis appuyée surtout sur un livre pour écrire ce topo qui s'appelle The Communist Women's Movement 1920-1922 qui vient de sortir en janvier 2023. Ahora va a hacer un pequeño punto de la bibliografía por si os interesa tener fuentes. Para escribir el taller se ha basado sobre todo en la lectura de un libro que se llama The Communist Women's Movement, ¿vale? El movimiento de las mujeres comunistas 1920-1922, que acaba de salir en enero de 2023. Tenéis 10 años para madurarse. Et donc ce bouquin, en fait, il compile tous les textes des conférences des femmes communistes donc, entre 1920 et 1922. Et je le dis parce qu'en fait, c'est deux chercheurs qui ont fait le boulot d'aller déterrer les archives en Russie et de les traduire en anglais. Et en fait, elles n'avaient jamais été traduites jusqu'à maintenant. El libro este junta todos los textos, las actas, los boletines y todo eso de las conferencias de mujeres comunistas que tuvieron lugar entre 1920 y 1922 y los, digamos, los archivistas, o como se llama eso en castellano, los documentalistas, ¿no? Se llama, que buscan esto, que son Mike Taber y Daria Diakonova. Van a los archivos que estaban en Rusia para traducirlo en inglés porque no se habían traducido en ningún momento del ruso al inglés. Bueno, en ningún idioma. Et donc le bouquin il fait plus de 600 pages, dedans il y a tout, il y a en fait toutes les interventions des militantes dont les conférences sont retranscrites, il y a les résolutions, les rapports internationaux, etc. Et en fait c'est très intéressant de regarder ça parce que en fait c'est Zetkin et Kollontai, c'est un peu les seuls qui sont restés connus, mais ça permet de montrer qu'en fait elles étaient très nombreuses à mener cette politique-là et qu'elles ont construit une organisation de masse, y compris dans des pays où le niveau de développement économique n'était pas du tout le même. Et c'est complètement fou de se dire qu'il n'y a que maintenant, 100 ans plus tard, que ces textes ils sont traduits et que en fait ce truc est un peu déterré, quoi. Sí, justo al final estaba comentando eso, que es muy fuerte pensar como con el desarrollo económico y todas las fases que ha habido y la cantidad de información que tenemos, pues no se hubiera traducido nunca estos documentos que son más de 600 páginas donde se agrupan pues todas las intervenciones de las militantes en las conferencias, las resoluciones, los informes internacionales y cómo cada delegación pues hace su informe de cómo está en su lugar. Es también interesante porque al final siempre conocemos, ¿no? Pues prácticamente a las mismas, digamos, dirigentes como Kollontai, ¿no? Que es la más famosa, pero estos textos nos permiten conocer que todas las secciones pues tenían, incluso en países muy poco desarrollados, pues tenían mujeres que estaban implicadas en las conferencias, que iban en todos estos años, hacían sus intervenciones y que verdaderamente lograron crear una organización de masa para las mujeres que tenían une implantation réelle dans les pays et une influence réelle. Et donc ensuite je pense que c'est important de discuter des leçons qu'on peut tirer de tout ça pour notre pratique militante aujourd'hui en 2023. La situation c'est pas du tout la même qu'à l'époque du mouvement des femmes communistes. Ce qu'on a vu c'est que ce mouvement-là il a été complètement étouffé par le stalinisme et en fait dans l'ensemble l'impact du stalinisme il a fait en sorte que le mouvement ouvrier n'a pas du tout été à la hauteur sur cette question-là, sur la question de l'émancipation des femmes et donc que ça a laissé tout le terrain à la petite bourgeoisie et même à la bourgeoisie. Là par exemple on a vu ces dernières semaines c'est le film Barbie qui est vendu comme le truc féministe de l'année alors que ça n'a rien à voir avec les idées communistes, révolutionnaires et la lutte des classes, quoi. Y ahora pues ya el último punto a nivel de conclusión, que es pues, qué conclusiones podemos sacar para nuestra militancia diaria, ¿no? Y nuestra visión de la cuestión feminista. Y una de las primeras conclusiones es que no tenemos hoy la misma situación que en la época del movimiento de mujeres comunistas, pero bueno, ya que este movimiento pues, fue totalmente reprimido por el estalinismo,
y que el movimiento, o sea, que el movimiento obrero durante toda esa parte, ¿no? Digamos los años ya por 50, 60, de hecho aquí en España se nota bastante esos debates, como que se desentiende un poco de la cuestión de la liberación de las mujeres y entonces deja a la pequeña burguesía como esta misión, ¿no? Por eso siempre los conflictos entre movimiento feminista, movimiento obrero, ¿no? Como que digamos que deja ese espacio. Y un ejemplo de tremenda actualidad es pues, la película de Barbie, El Fenómeno, que se ha vendido como el evento feminista del año y totalmente opuesto a la lucha de clases y a la lucha. Et donc tout ça, ça fait penser un peu au débat qu'on a avec le courant postmoderne. Et à mon avis, on peut discuter de ça un peu dans le débat et revenir dessus. Mais la question de est-ce que le mouvement pour l'émancipation des femmes, ça doit être un mouvement autonome des femmes, peu importe leur classe? Y que eso, que es un debate que en la actualidad se sigue teniendo, ¿no? Con corrientes más postmodernas y que sería un debate interesante a tener ahora cuando ella acabe su exposición, que es la cuestión de tiene que ser el movimiento para la emancipación de las mujeres un movimiento autónomo de mujeres sin importar de qué clase venga, es decir, el debate que tuvo Zetkin en su momento. Et donc Zetkin et les militantes du mouvement des femmes communistes, elles nous donnent un peu une leçon d'indépendance politique, d'indépendance de classe, parce que ces militantes-là, à l'époque, elles ont réussi à se retrouver complètement en pointe du mouvement pour l'émancipation des femmes. Mais ça parce qu'elles ont mené une politique offensive, délimitée et indépendante de la bourgeoisie en dédiant des moyens importants avec des instances spécifiques, en formant des militantes à être des cadres révolutionnaires pour organiser des femmes de la classe ouvrière à une échelle de masse et les regrouper sur des bases de classe. Zetkin y las militantes del movimiento de mujeres comunistas nos dieron en su momento una lección de independencia política y de independencia de clase. Las militantes de la época rechazaron totalmente digamos, o juntarse en el punto de la emancipación de las mujeres con las corrientes burguesas y además llevaban una política ofensiva, ¿no? de independencia de clase. Y eso no entró en contradicción con darse los medios necesarios de instancias específicas, de formar militantes mujeres que fueran cuadros revolucionarios, de organizar a mujeres a una escala de masa, de tener sus propios periódicos, etcétera, etcétera. Pero reagrupando sobre las bases de la política de clase. Et ces femmes, elles auraient pu se dire qu'elles étaient tellement opprimées qu'il fallait se fondre dans le mouvement féministe bourgeois. Mais en fait, c'est l'inverse qu'elles ont fait. Elles ont pris de la distance et elles se sont différenciées justement des féministes bourgeoises sur des bases de classe. Et c'est ça qui leur a permis de toucher les femmes du prolétariat de manière très large et de construire une organisation de masse pour la révolution, pour son extension dans le monde, en affirmant que le mouvement féministe, ça doit être un mouvement de notre classe dans son ensemble, en délimitation claire avec la bourgeoisie. Sí, que se puede decir, se puede pensar que como las mujeres están oprimidas, sea cual sea su clase, pues el movimiento feminista tiene que ser con la burguesía, pero es precisamente a la inversa lo que hicieron estas mujeres, precisamente por diferenciarse del movimiento feminista burgués sobre la base de clase, tuvieron la oportunidad y el éxito de acercarse a las mujeres proletarias de manera mucho más amplia y construir una organización de masa para la revolución y la extensión en el mundo de su visión del feminismo. Et donc Clara Zetkin, avec beaucoup d'autres, elle s'est imposée parce qu'elle a fait la démonstration que cette orientation-là, elle rencontrait un écho large en faisant preuve d'une délimitation et d'une autonomie de classe très rigoureuse et en même temps en imbrication totale avec le reste du mouvement ouvrier, en affirmant que l'émancipation des femmes ne pourrait être atteinte que par la révolution et le renversement du capitalisme pour construire une société communiste. Claro, y que eso es un debate muy
actual, ¿no? Zetkin demostró, junto con otras muchas militantes, que no es necesario, ¿no?, plegarse a hacer un movimiento feminista interclasista para ser masivo, ya que precisamente sobre la base de una independencia de clase y diferenciándose de este feminismo burgués, que en su momento también era amplio, tuvo un eco bastante grande y a pesar de tener una delimitación y una autonomía de clase, una independencia de clase extremadamente rigurosa, y a la vez que además lo que intentaba era implicar a todas las mujeres y a todo el movimiento feminista con el movimiento obrero, con la emancipación del conjunto de la sociedad, bajo la línea de que la emancipación de las mujeres no puede tener éxito sin una revolución que acabe con el capitalismo e instaure una sociedad comunista. Et voilà, c'est tout.